Pascal Viel. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Ma première casquette est chercheur public. Je travaille au CEA, Commissariat énergie atomique. Et je suis en même temps cofondateur d'une société qui s'appelle Agelis, qui a conçu et développé, qui commercialise aujourd'hui des sorbants qui effectivement sont utilisés, des sorbants sélectifs pour les métaux lourds principalement, mais également des composés organiques, et qui sont utilisés effectivement dans le domaine du recyclage de l'eau et de la gestion des déchets lorsque ces déchets ou lorsque cette eau va être mise en milieu naturel. Voilà. Les réglementations sont aujourd'hui assez strictes et il est utile, et même, voire même nécessaire, de développer des matériaux innovants qui vont avoir des performances augmentées par rapport aux technologies actuelles. Voilà. Bon, je reviens vers moi. Donc, en 3 temps. Le deuxième temps, ça sera avec Gabriel Bali de chez Valgoscan, qui vous parlera justement de la dépollution des friches industrielles. Et le troisième temps, ça sera en trinôme, donc tous les trois, pour vous parler justement de la gestion de l'eau, de la ressource eau, air également, en milieu industriel, dans différentes phases, dépollution, et puis pour répondre aussi à vos questions, avoir des échanges un petit peu plus avec les trois. Donc ça sera bien. Donc moi je me présente, Carole Denise, je suis responsable des relations institutionnelles, des salons aussi industriels pour le groupe Chimirec. Alors justement j'avais déjà quelques questions de votre part sur le groupe. Alors c'est une épopée qui commence dans les années 50, donc 1958, un groupe français maintenant, mais l'histoire elle commence avec des hommes qui ont pensé à l'environnement, et aller chercher à les collecter, puisque nous sommes des collecteurs. Chez nous, c'est la collecte, la gestion et la valorisation des déchets dangereux depuis 1958. On a commencé à aller chercher des déchets des garages, donc les huiles de vidange. Nous sommes toujours le plus gros collecteur d'huile de vidange en France. Donc qu'est-ce qu'on en fait d'une huile de vidange? On en fait de l'huile neuve. Donc dans les années 80, j'ai Jean Fixot, mon président actuel, qui reprend la suite de son papa. Et il a une vision. Il a une vision de l'économie circulaire, même avant que ces termes-là existent. C'est-à-dire d'avoir une vision de proximité. On m'interrogeait là également sur le nombre de sites. Actuellement, on compte une 50aine de sites en France, avec un qui va bientôt ouvrir à côté de Strasbourg. Je pourrais vous en parler plus en aparté. Et donc une proximité parce que la décarbonation, les transports, et aller chercher les déchets en local et les valoriser le plus près possible avait déjà du sens dans sa tête. Donc on a un maillage sur la France entière. On est présent également en Turquie, au Maroc, en Pologne et au Canada. Donc on a des compétences de plus en plus importantes également, en matière également de valorisation. Et donc là, je vais passer justement, parce que la dernière petite nouveauté qu'on a conclue il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est donc une joint venture avec Agelis, c'est pour ça que Pascal est là. Il a commencé un petit peu à vous expliquer, mais là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc la joint venture s'appelle Agelchim, donc issue des compétences, des connaissances d'Agelis, sur des microfibres, donc il va vous parler pour la gestion des eaux, mais bien d'autres choses encore. Donc là, Agelchim, Chimirec Agelis, a reçu le award du Global Industry cette année. Donc on est très fiers. À toi, Pascal. Merci, Carole. Alors, peut-être pendant que tu me trouves mes slides, ils doivent être dans la presse en haut à gauche. Une question pour toi, Carole, justement. Chimirec t'a présenté le groupe. Chimirec doit recruter, j'imagine. Parce que là, on a affaire à une population de jeunes qui, dans 1, 2 ou 3 ans, va se retrouver sur le marché. Chimirec recrute, hein. Alors, Chimirec recrute tout le temps, j'ai envie de vous dire. Alors, en plus, avec ce fameux site en périphérie de Strasbourg. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire quel type d'emploi nous allons rechercher, mais on va avoir besoin de monde, c'est certain. Donc, et les horizons, on peut être dans le 2025, ça peut être bon, mais on est toujours très prudent. Bah écoute, affichage, je sais pas. On va rester comme ça, t'inquiète. On va rester comme ça, on est bien. Alors, une question.
J'ai pas trop compris. Du coup, le site va... Ah. Le site va ouvrir en 2025, celui de Strasbourg, où vous allez commencer à mettre je sais pas, des personnes sur le marché en 2025. Du coup, le site sur Strasbourg va ouvrir en 2025, où vous allez commencer à mettre des personnes, potentiellement faire, je sais pas, des demandes dans le marché en 2025. J'ai pas trop compris en fait. Moi, je comprends pas trop. Alors, on a toujours besoin. On recrute sans arrêt. Après, pour le site, c'est un nouveau site. Donc, on va avoir des besoins spécifiques par rapport à ce nouveau site. On recrute aussi en France, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site. Tu vas fermer là, voilà. Tiens, ça, voilà. Voilà. Donc voilà, cette présentation va être orientée sur effectivement la création d'une JV. Une JV, c'est une joint venture, ou alors une association d'entreprises. C'est-à-dire que deux entreprises se sont associées pour créer une nouvelle société, mais en fait qui est axée sur un nouveau produit qui s'appelle ici la Chimicapt, la Chimicapt Box. Et en fait, cette association d'entreprises, c'est le groupe Chimirec que Carole vient de vous présenter, donc un gros groupe industriel. Ah oui, parce que maintenant, on est quand même 1500. Hein. Dans les années 80, on était une dizaine. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas trop rendu compte de ce qui s'est passé. On est allé de l'avant. Et dans un domaine, justement, maintenant où tout le monde a un intérêt, tout le monde a des besoins, là, effectivement, on a une croissance exponentielle. Mais on est toujours franco-français, familial, bientôt 3e génération. Voilà. Et Agelis, elle, était une petite entreprise qui a été créée en 2014 sur la conception et la création de matériaux extractants. En 2014, on s'est créé autour du recyclage des terres rares, ce qu'on appelle aussi les métaux stratégiques. Hein. Et en fait, c'est des marchés qui vont venir dans les années à venir, mais quand on est une société, il faut commencer à trouver de l'argent assez rapidement et des marchés assez rapidement. Donc on s'est orienté à partir de 2016-2017 vers les métaux lourds. C'est un secteur qu'on connaissait déjà puisqu'on était en contact avec les traiteurs de surface. Les traiteurs de surface, c'est des gens qui dépendent des métiers de la mécanique. Et tous les traiteurs de surface, c'est des gens qui vont soit métalliser des pièces plastiques ou déposer du zingage ou du chromage sur des pièces. Donc on est arrivé sur ces métiers-là et on a développé donc des matériaux qui aujourd'hui sont des matériaux qui sont intégrés dans ce dispositif qui s'appelle la Chimicapt Box, qui est une unité mobile filtrante, hein, donc d'effluent industriel. Je reviens sur cette notion d'effluent industriel. Donc c'est des effluents qu'on va trouver chez les industriels qui vont utiliser de l'eau pour fabriquer des bains, qui vont utiliser de l'eau pour faire des rinçages et qui vont se retrouver face à la problématique du devenir de cette eau. Soit ils peuvent nettoyer cette eau et la récupérer dans ce qu'on appelle un cycle de zéro rejet, c'est-à-dire qu'ils vont réutiliser cette eau, mais le plus souvent, cette eau peut être relibérée en milieu naturel. Et en milieu naturel, les réglementations, et ça va dans le bon sens, mais il y a un prix à payer, les réglementations deviennent de plus en plus drastiques. Et on va voir ça dans les transparents suivants. Autre point d'information qui est important encore sur ce transparent, je note effectivement la notion de valorisation des métaux. C'est-à-dire qu'on va être capable avec cette machine d'aller extraire sélectivement des métaux lourds dissous. Et des fois, on parle même de pollution invisible. Vous entendez certainement en ce moment parler des PFAS ou des PFAS, qu'on appelle les polluants internels. Nous, on va chercher à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à décroître des concentrations très élevées de métaux. Si on a des solutions, par exemple, avec plusieurs grammes ou plusieurs centaines ou dizaines de milligrammes, ça ne va pas être là où on va agir. On va agir effectivement sur les traitements qu'on appelle de finition. Les traitements, on parle des fois de polissage ou de polissage ultime avant un rejet en milieu naturel. Comme les normes sont à la baisse, effectivement, il faut vraiment faire quelque chose. Moi, j'aimerais rajouter, si tu le permets, quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes qui sont dans la filtration, mais dans la microfiltration. Et à ce point, c'est là où vraiment est l'innovation. Alors, on ne fait pas de la filtration au sens mécanique, effectivement. C'est-à-dire que les particules solides, je sais pas, des poussières, des particules métalliques, c'est pas notre job. Ça, des produits comme des bobines ou des cartouches, ça dans l'alimentaire, c'est déjà très connu, hein, parce que là, nous étudiants en agroalimentaire, donc les cartouches de polypropylène font très bien le boulot. Par contre, on a affaire, nous, à des espèces chimiques qui sont totalement dissoutes, et quand on a affaire à un ion
de chrome. On va voir tout à l'heure un exemple avec du chrome 6. On a affaire à un élément atomique. Et pour attraper un élément atomique, on ne va pas l'attraper simplement par une grille. Ça ne va pas être une filtration stérique, ça va être une filtration chimique. Donc nos matériaux sont un peu spécifiques, effectivement, pour être en capacité d'aller extraire sélectivement et chimiquement ces matériaux. Alors, on peut les extraire pour éviter de rejeter de l'eau qui va être polluée en milieu naturel, et puis on peut les extraire aussi pour valoriser ces métaux. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de terres rares. Les terres rares, bon, au kilo, ça commence à coûter un peu cher, mais on a même travaillé sur des métaux précieux comme de l'or. Et effectivement, quand on va travailler avec des industriels qui sont des dédoreurs, des gens qui font du recyclage de D3E, c'est tous les contacts bas niveau que vous avez dans vos ordinateurs, vos téléphones. Quand vous voyez du jaune, c'est de l'or. Bon, bah, cet or, aujourd'hui, doit être à 55 000 € le kilo. On va essayer de le récupérer. Et donc là, effectivement, il y a cette notion de valorisation. Donc le cycle de l'eau peut être un cycle assez complexe. Et les éléments qui sont dans cette eau peuvent avoir aussi un cycle assez complexe. Voilà. Et donc là, je reviens et je vais vous donner deux exemples. En fait, ce qui est important, c'est d'exemplifier un peu le discours. Hein. Et donc les normes, alors, ce sont les normes sur les concentrations limites autorisées, légales, de rejet de métaux lourds dans la nature. Dans les eaux naturelles. Les eaux naturelles, c'est-à-dire qu'un industriel peut avoir un exhaust, il est tout à fait autorisé à rejeter dans une petite rivière, dans un égout qui va rejoindre une steppe et qui rejoindra à nouveau un égout. Mais les normes sont drastiquement à la baisse. Dans les années 80-90, on parlait du milligramme au sens qu'on était autorisé à rejeter des effluents industriels qui contenaient 10, 20, 30, 50 milligrammes. Des fois, on pouvait monter même assez haut. Ça, cette période-là est bien terminée. Aujourd'hui, on descend des milligrammes vers les microgrammes. Et donc, entre les milligrammes et les microgrammes, il y a 3 zéros. Et 3 zéros, 3 décades, c'est dur à gagner. Alors, quand on est dans les microgrammes, des fois on parle de 10 ou de 100 microgrammes, mais on est tombé il y a 2-3 ans sur un préfet, je ne vais pas donner son département, s'il était à Lyon, ouais, c'est le préfet de Lyon, effectivement, qui nous parlait du microgramme au sens microgramme à l'unité microgramme. C'est-à-dire qu'il souhaitait, lui, que l'industriel chez lequel on travaillait rejette des eaux en milieu naturel où les concentrations ne dépassaient pas le microgramme. En fait, techniquement, le microgramme à l'unité microgramme, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc il y a vraiment une notion des fois d'interprétation qui est difficile à faire sur ces normes réglementaires. Par ailleurs, nous, on intervient effectivement avec des matériaux innovants qui nous permettent effectivement de gagner cette décade. Et cette décade, on la gagne... Non, en fait, on va rester sur... Je voulais donner justement deux exemples, je vous ai promis d'exemplifier. Donc, face à cette contrainte réglementaire sur les eaux de rejet, on va se trouver face à globalement deux types de situations. La situation de créer une installation sur un atelier ou un site industriel. Ils n'en avaient pas avant, ils pouvaient rejeter parce que leurs eaux étaient globalement considérées comme propres, mais aujourd'hui, elles ne le sont plus suffisamment. Donc, on va être en situation de création d'installation ou alors on va compléter des installations qui sont déjà existantes et on va faire ce qu'on appelle du polissage, c'est-à-dire un traitement de finition. Création d'installation, je vais vous donner l'exemple d'une base aérienne. Je ne vais pas vous dire si elle est civile ou militaire, je vais garder la confidentialité, mais on est intervenu sur des très grands hangars, c'est plusieurs terrains de football en surface dans lesquels il y a des avions qui sont soit entretenus, soit démontés, de la réparation. Et tous les soirs, dans ces hangars, passent des laveuses industrielles. La marque Karcher, c'est 250 litres d'eau propre embarquée dans la laveuse. C'est comme si ce soir, dans ce salon, passait une laveuse industrielle. Et quand la laveuse a fini son job, quand le gars a fini de nettoyer tout le hangar, il se retrouve avec 500 litres d'eau qu'on appelle grise. Les eaux grises, voilà, ce sont des eaux qui sont sales. Elles ont effectivement une couleur grise. Des eaux souillées. Des eaux souillées. Elles ont récupéré tout un tas de trucs, de poussière et de choses comme ça. Et la vie était belle pour eux. Ils mettaient ça dans des cuves. Il y avait une première décantation qui s'opérait. Puis par débordement, ça passait sur un lit de sable. Et puis ça partait à la rivière. Puis un jour, il y a la DREAL, ce qui est un organisme public de contrôle effectivement des pollutions aquatiques, qui est venu faire des mesures. Ils sont passés une fois, ils sont passés une deuxième fois, une troisième fois. En général, ils ne passent pas simplement qu'une seule fois. On parle de contrôle inopiné. On ne prévient pas les gens qui sont concernés. Et ils ont trouvé des traces de plomb, de zinc et de titane. Mais des traces, on était à
quelques milligrammes. Donc ce sont quand même des eaux qui étaient tout à fait tolérées il y a une dizaine d'années, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Je vais compléter tes dires, Pascal, si tu le permets, parce que je sais actuellement que les DREAL sont de plus en plus stricts avec les rejets en milieu naturel. Ils ont même, on va dire, staffé leurs contrôleurs pour être auprès des industriels dans un sens de contrôle, et que la solution que nous proposons peut aussi intervenir in situ pour faire redescendre drastiquement les rejets de façon rapide, puisque c'est un skid mobile. C'est ce qui s'est passé avec la Chimicapte Box. Effectivement, elle a été installée sur ce site et donc elle fait un premier étage de filtration pour passer des eaux grises à des eaux qui vont être claires, hein, mais dans lesquelles effectivement des éléments métalliques dissous, tout à fait invisibles à l'œil, pollution invisible, sont encore présents. Et donc on a mis un étage de filtration mécanique, un étage de charbon actif pour attraper quelques composants organiques et un étage donc de matériaux extractants sélectifs. Et aujourd'hui le problème est réglé, ça fait 1 an qu'on n'a plus de problème avec cette base et on réinstalle effectivement des cartouches lorsqu'elles sont saturées, on les réinstalle et ça repart. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions ? Ce sont des unités mobiles, vous avez mentionné 500 litres, donc c'est quoi le maximum de débit en mètre cube Là, sur une installation comme celle-ci, on est vers le mètre cubeur à peu près. Alors on peut mettre plus de cartouches, plus d'installations, mais on est vers le mètre cubeur. Ça va dépendre de la nature de la charge qui va être embarquée dans la cartouche, selon qu'on a affaire effectivement à une purification vraiment de très très bonne qualité. On va utiliser des fibres dans une forme vrac et on va utiliser des cartouches si on peut tolérer effectivement des débits plus importants. Mais on voilà, est autour du mètre cubeur. Actuellement, on est en train aussi d'essayer de dimensionner en fonction des besoins des industriels, parce que voilà, là le propos c'était de mettre l'innovation Agelis, donc les fibres, dans une machine et qui soit justement efficiente, opérationnelle tout de suite pour les industriels. Donc tous les soirs, ils en ont pour 30 minutes à traiter. Et quand les fibres sont saturées, effectivement, heureusement, ces charges sont régénérables. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Autrement, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt technique, voire même économique. Donc ces matériaux sont régénérables. Et donc l'autre cas de figure, il s'agit plutôt là de compléter des installations déjà existantes. Et dans les installations déjà existantes, les sorbants qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui sont des granulés, des matériaux qu'on appelle soit des résines échangeuses d'ions, soit des charbons actifs. Je vois que madame, vous connaissez ces matériaux. Effectivement, ce sont des matériaux qui ont été développés dans les années 70-80, je dirais à une époque où les réglementations étaient soit inexistantes, soit très confortables. Et en fait, ces matériaux ont très bien fait le job, comme on dit, mais aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en contact avec un établissement public liés au métier de la mécanique, qui aujourd'hui évaluent nos matériaux, qui font une sorte de benchmark technique, parce qu'eux-mêmes ont fait le constat effectivement que dans leur métier du traitement de surface, les solutions actuelles avaient de temps en temps des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des résines, une résine très connue, je ne sais pas si vous la connaissez ou si quelqu'un la connaît, la TP207, qui est une résine qu'on appelle liminodiacétique, résine échangeuse d'ions, et qui était un peu la Rolls-Royce des résines, et de plus en plus souvent, cette résine commence à avoir des problèmes. Alors nous, les matériaux que nous avons développés sont des matériaux qui ont aussi des propriétés d'échange, mais comme on est dans une forme de fibre, ça on va le voir peut-être dans le transparent suivant, les surfaces spécifiques sont beaucoup plus importantes et on a des performances qui sont très améliorées. Oui ? Non, alors on a des anioniques, on a des cationiques, des chélatantes, on a une gamme assez large. On retrouve à peu près la gamme qu'on va trouver dans les résines échangeuses d'ions, mais dans cette forme de fibre, effectivement, on va avoir des performances très, très améliorées. Ouais. Oui, le mercure aussi. Alors le mercure, on n'a pas aujourd'hui en gamme. Votre question est tout à fait pertinente parce qu'on en a discuté avec la présidente d'Agelchim et d'Agelis, c'est Katerina Shilova. On en a discuté encore il y a 2 jours et elle m'a dit, Pascal, il faut qu'on se dépêche de mettre quelque chose. On connaît le chemin chimique qui doit nous emmener à ces matériaux-là. Sur le mercure, pour le moment, on n'a pas des choses encore suffisamment performantes. Mais effectivement, on fonctionne comme ça, par cible. Le champ des possibles est immense et on verra ça aussi dans la 3e conférence. Les PFAS, effectivement, sont aussi des cibles. D'ailleurs, on a commencé déjà à travailler avec un laboratoire belge. Et puis, on était présent au dernier salon Pollutech qui était à Paris, ou à Lyon cette année. Ouais. Et effectivement, 15% des demandes sur ces 4 jours de salon tournaient autour des PFAS. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinairement en demande. Voilà.
Oui, vous avez basculé sur la prochaine planche, mais sur la planche précédente, vous mentionnez MTD, c'est quoi? Meilleure technique Alors disponible? les meilleures techniques disponibles, effectivement, je reprends effectivement où j'en étais avec cet organisme public qui aujourd'hui a organisé un benchmark, c'est-à-dire qu'ils ont pris en gros toutes les techniques qui étaient déjà présentes sur le milieu, donc des résines, des charbons actifs, plusieurs fabricants de résines, ils ont même pris des fibres naturelles, c'est un partenaire, enfin c'est pas un partenaire mais c'est une entreprise que l'on connaît qui développe des fibres naturelles à partir de bois, et ils ont organisé en laboratoire sur 5 essais très différents, mais qui sont des essais représentatifs de situations où il y a des difficultés. Et sur ces 5 essais, on a remporté systématiquement la compétition, on va dire. Et aujourd'hui, on est en évaluation au niveau d'un site industriel, et c'est pour ça que la présidente Ekaterina Shilova n'est pas là aujourd'hui, et c'est moi qui fais son job, parce qu'elle est en train, là, elle doit être en train de partir vers Lyon, effectivement, dans une entreprise où elle va installer effectivement la ChimiCap en conditions réelles, et là où on va travailler à plusieurs mètres cubes heure. Et donc ça, une fois qu'on sera sorti de cette phase de qualification, l'idée pour nous, effectivement, c'est de faire partie de cet annuaire des MTD, Best Available Technique en anglais, ou meilleure technique disponible, et en fait utiliser ce, entre guillemets, label comme une forme de prescription. Et ça va être pour nous un challenge très important, et ça va rebondir effectivement sur la ChimiCap Box, qui d'un coup, elle, prendra également le statut de meilleure technique disponible, et qui nous permettra d'accélérer les choses. Alors si je passe un petit peu vite les slides, parce qu'on est un petit peu tenu par le temps, j'ai envie de dire, si vous voulez plus d'informations, nous sommes également présents au sein du CPM au stand B233, donc demandez des infos ou le contact de Pascal, et je vais passer sur le slide suivant. Ouais, des fois, je peux être un peu... Alors, le slide suivant, en fait, j'en ai déjà parlé, effectivement. Les matériaux qui ont été développés et qui sont installés donc, dans les cartouches à Gelchim sont des matériaux beaucoup plus rapides, avec des meilleurs rendements. Comme ils sont beaucoup plus rapides, ils vont se concentrer beaucoup plus vite, comme on a affaire à des choses qui vont faire une vingtaine de microns plutôt que 200 microns ou 500 microns. Et obtenant cette rapidité, effectivement, les abaissements sont de meilleure qualité. On travaille beaucoup sur les sélectivités, comment effectivement séparer effectivement des cations les uns des autres. Par exemple, si on a un effluent qui contient du calcium et du cuivre, l'idée c'est de récupérer, ou du zinc, l'idée est de récupérer les métaux lourds et de laisser passer le calcium, qui pose aucun problème. Donc il y a cette notion d'extraction. On ne fait pas de déminéralisation. Il existe des résines, certaines de nos résines dans nos gammes font de la déminéralisation, mais là on est dans vraiment de l'extraction sélective. Bien sûr, c'est régénérable. Et j'accélère. Hop. Voilà. Là, on a un exemple en ordre de marche. On a un exemple de fonctionnement, effectivement, de la ChimiCap Box sur le site d'Arezia. C'est à Paimboeuf. Arezia appartient au groupe Chimirec. Et là, ce qui est dans ça s'appelle un IBC, Intermediate Bulk Container. Il y avait quelques centaines de litres d'un effluent très particulier. C'est un effluent qui contient du chrome 6. Le chrome 6 est banni en fait depuis un certain nombre d'années. Il est plus utilisé dans l'automobile, il servait à faire tout un tas de choses, d'oxydation anodique et de choses comme ça, mais il est toujours autorisé dans l'aéronautique, parce que dans l'aéronautique, on estime que la sécurité des passagers en vol, un avion qui a un problème, il ne serre pas le frein à main sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc dans l'aéronautique, il y a toujours des dérogations et on utilise le chrome 6. Et là, on a traité effectivement quelques centaines de litres de chrome 6. On était à une vingtaine de milligrammes et on est sorti à 200 microgrammes. Et cette installation, elle est mobile. Ça, c'est important. Et Katarina aime bien dire en fait qu'elle se manipule comme un caddie. Et elle prend une expression que j'aime beaucoup. Elle dit c'est comme un caddie en période de fête. C'est pas plus lourd qu'un caddie en période de fête qui serait rempli de bouteilles de champagne. Voilà. Donc ça se manipule. La barre est juste derrière. Et c'est une vraie installation mobile. Aujourd'hui, il existe, peut-être que vous avez vu ça, on trouve ça dans les grosses sociétés, Suez, Veolia, ce qu'ils appellent effectivement des unités mobiles, mais qui sont des conteneurs. Ce qu'on appelle les conteneurs, c'est des 40 pieds, c'est les choses que vous voyez passer sur les cargos qui traversent le monde et qui viennent souvent de Chine et puis qui repartent plus à vide qu'à plein d'ailleurs. Et voilà. Et ça, par contre, un conteneur, ça pèse déjà 4 ou 5 tonnes à vide. Et quand toute l'installation est dedans, on arrive à 10 tonnes. Donc c'est mobile, mais c'est transportable avec des camions un peu spéciaux, avec des grues de 10 tonnes. Ça, c'est vraiment mobile. Et cette mobilité, elle est fondamentale. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les pompiers qui sont amenés à intervenir sur un site industriel où il y a un incendie, ils ont une obligation réglementaire de containeriser,
comment dirait Gabriel, de traiter. il faut qu'ils stockent les pompiers doivent stocker l'eau, ils doivent ils doivent faire de la rétention. Ils doivent faire de la rétention d'eau et la traiter. Ils ont une sorte de responsabilité producteur élargie. C'est une forme de RPE qui s'applique aux pompiers et c'est pas simple pour eux, effectivement. Donc là, ils vont stocker leur eau dans des bâches ou des choses comme ça et après ils vont transporter l'eau. C'est une unité mobile et en fait un incendie c'est entre 5 et 15-20 mètres cubes maximum. Alors soit on transporte la flotte vers un centre d'incinération, ça pourrait être transporté par exemple chez Chimirec qui pourrait faire de l'évapoconcentration, des choses comme ça, mais on peut aussi déplacer Chine et effectivement venir sur place et venir traiter sur place et après rebalancer directement l'eau dans la rivière comme il se passe en général sur un incendie. Voilà. Donc l'avantage aussi de cette machine c'est de pouvoir répondre à un besoin ponctuel en cas de contrôle pour faire baisser les taux ou alors à demeure si l'industriel en a besoin à demeure. Voilà, donc il y a deux modèles aussi différents. Après, on va avancer vite parce que je crois qu'au niveau du timing, tu me feras signe. Non, mais c'est bon, oui, effectivement, sur les, je reprends en résumé, ça évite. En fait, il y a des problèmes d'amende ou d'arrêt d'activité. Quand la DREAL tombe sur un site qui se met en infraction, ils vont contrôler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, ils demandent de mettre en place des préconisations. Alors, il va se passer encore quelques mois. Mais si à un moment, aucune action n'est vraiment mise en place, des arrêts d'activité sont possibles. Et ça, effectivement, cette unité mobile peut intervenir. On est déjà intervenu 15 jours avant la fermeture d'un site. Et le site est reparti. Tout simplement, ils avaient un problème parce que les solutions qu'ils avaient usuelles ne passaient pas. Ils se faisaient attraper à quelques milligrammes litres. Et on est intervenu et l'activité n'a pas été interrompue. Très très vite, ce serait intéressant de savoir s'il y a des questions parce qu'on va devoir malheureusement conclure. Les étudiants, ça vous a laissé des questions, de nouvelles questions du coup. Écoutez, on vous remercie encore une fois, à savoir justement que on a réussi il y a 1 an à choper la grosse tech. Donc les coques rouges, on les a mis dans des coques bleues, donc en phase industrielle, une start-up qui est devenue, on va dire, la petite sœur et la grande petite sœur. On se balade avec plein de coques. Vous avez pu nous demander pourquoi vous avez tous des coques. Le vert, c'est l'environnement. Voilà. Le bleu, c'est l'industrie française. Et le rouge, c'est les têtes chercheuses. Les startups chercheuses. J'en ai pas de rouge. Un jour. En vous remerciant. Merci de votre attention.